Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On parle de ces problèmes d'approvisionnement en essence, avec ces files d'attente devant certaines stations à la pompe, avec cet sentiment de panique qui peut s'emparer des Français. Le gouvernement doit s'exprimer, doit faire de la pédagogie pour dire ce qui se passe exactement. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Certaines stations sont victimes de leur succès puisque la baisse des prix est telle à la pompe, et c'était une demande des Français, qu'il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations. Pour vous donner le chiffre que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations à l'échelle du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant, avec des variabilités, puisque dans la région Hauts-de-France, on atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. Voilà, il n'y a pas de pénurie, Gaspard Ganzer, les mots ont un sens. Vous connaissez bien l'art de la communication. Non, mais c'est horrible, c'est la communication, vous avez tous dans cette table, communication négative, c'est-à-dire qu'il dit il n'y a pas de pénurie, on comprend exactement l'inverse. On entend pénurie, voilà. on comprend exactement. On comprend. Vous me disiez quelques mots, comment t'es pas de masque. Oui, on comprend exactement l'inverse. Après, bon, franchement, je me mets à leur place, c'est très difficile. Hein. Là, ils maîtrisent quand même pas grand-chose. Hein. L'essence, on produit pas d'essence en France, comme chacun le sait. Là, il y a des comportements des consommateurs qui sont pas totalement rationnels, ou que s'ils le sont, c'est parce qu'ils font des anticipations de ce qui va arriver dans quelques semaines. Et puis sur les autres données énergétiques, bon, là, ils sont quand même très dépendants de la situation internationale. Donc, communication très défensive, pas évidente, mais ils auraient tout simplement intérêt à dire la vérité. Ils ont commencé à le dire hein, sur la question des coupures d'électricité, on y reviendra. Mais ils auraient intérêt à quand même aller un peu plus vite, parce que je pense que sinon les gens vont tomber de très très haut. Et moi je me rappelle 2008, la crise des subprimes, où le gouvernement français était tétanisé à l'idée que les Français se précipitent dans les banques pour retirer leur argent. Auquel cas tout le système bancaire se serait effondré. Joseph Messescaron. Il y a un élément que je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais quand on voit, qui me paraît évident quand on voit vos reportages, c'est avec les files d'attente. C'est-à-dire d'abord, ça nous rappelle que tout le monde ne se sert pas en France de trottinette ou d'éléments de vélo comme élément de mobilité. Voilà. C'est-à-dire que ce que pose la question, évidemment, la pénurie d'essence. Là, 30% dans les Hauts-de-France des stations, c'est les Hauts-de-France. Donc, bien sûr, ce que pose ces questions-là, oui, totalement. Justement, ça pose ces questions en effet, de pénurie d'essence. Ça pose évidemment la question de la voiture, ce que représente symboliquement la voiture. Et par des temps troublés, pour les Français, là, on touche à quelque chose de fondamental. C'est névralgique. Névralgique. La mobilité. Et la voiture. Pouvoir d'un instant à l'autre, partir en voiture, j'allais dire presque s'enfuir en voiture, ou prendre une autre destination en voiture. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. C'est un élément important. J'avais oublié de ça, mais ça m'est apparu très 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 nettement avec vos reportages. Karim. Non, mais souvenons-nous quand même du mouvement des Gilets jaunes. Comment est-il parti de ça? Oui. C'est des gens qui étaient éloignés des grandes métropoles, et qui avaient besoin impérativement de leur voiture pour aller travailler, et qui subissaient donc une hausse des prix du gasoil, et qui derrière les étranglaient. Et je vais vous dire, on a deux sujets dans notre pays qu'on sous-estime. C'est effectivement le prix de l'essence, le gasoil et autres, mais c'est le prix du logement. Je veux dire, que vous sortez d'un budget des ménages, ces deux questions, il ne reste pas grand-chose pour vivre dignement. Donc, et aujourd'hui, sur la question du logement, c'est pas le sujet. Vous allez me dire, le gouvernement, pendant les 5 années du premier quinquennat, rien, zéro. Quand vous parlez avec les professionnels du logement, de la construction, on ne porte aucune politique. On a un secrétariat d'État au logement, qui est rattaché au ministre de la Transition énergétique écologique. Donc c'est une question fondamentale pour la dignité des Français. Et la question de la mobilité, c'est celle effectivement celle de pouvoir aller travailler. Et sur ces deux sujets, le compte n'y est pas. Et moi, quand j'entends Olivier Véran, il est sympathique Olivier Véran, mais avec tout ce qu'il nous a dit quand il était ministre de la Santé en termes de prospective, donc s'il nous fait pareil sur les questions énergétiques, on est mal. Hein. Il a présenté ses excuses sur les masques. Il a dit, effectivement, on ne sait pas. Dans 6 mois, il nous présentera ses excuses sur l'énergie. Espérons que non. Accordons-lui le crédit de ce qu'il a dit. Un mot là-dessus, Geoffroy Lejeune, avant qu'on écoute le plan de sobriété du gouvernement. Déjà, je trouve pas spécialement Olivier Véran sympathique. Moi, je suis désolé. Non, il y a quelque chose qui me frappe. Je fais le parallèle avec les Gilets jaunes dont parlait Karim tout à l'heure. C'est que, en fait, quand on compare la situation du moment où ce mouvement se déclenche et celle d'aujourd'hui, faut-il que ça a priori un peu plutôt empiré, en tout cas sur le prix du carburant, c'est une évidence. Faut-il que les Français aient peur et soient tétanisés pour qu'il ne se passe pas la même chose? C'est-à-dire que ça en dit super long, je pense. Il y a même plus d'esprit de révolte parce que
c'est congelé, parce qu'il y a une peur de tout à coup, je pense que tout ça dégénère, quoi. Et je pense que les Français n'ont même plus la motivation, l'énergie de se rebeller pour l'instinct vital, quoi. Et ça, je trouve ça assez étonnant, ça questionne beaucoup de choses. Et ensuite, la deuxième chose, mais c'est sur le gouvernement en règle générale. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire il y a maintenant un peu plus de 5 ans, on avait mis à l'Élysée celui qu'on appelait à l'époque le Mozart de la finance, et on avait des gens qui étaient des gens compétents qui, en fait, ne se revendiquaient d'a priori aucune idéologie à part celle de l'efficacité. Quand je vois, et là je critique pas l'idéologie, mais les décisions, les choix politiques qui ont été posés, notamment tout à l'heure Gaspard parlait du mix énergétique, je vais pas refaire le procès de l'abandon du nucléaire, mais ce sont des choix politiques, c'est pas juste un problème de pas de chance, c'est pas juste le Covid, c'est pas juste l'Ukraine, c'est aussi des décisions politiques qui ont été posées, qui aujourd'hui pèsent très lourd sur la situation des ménages, des Français, et au moins qu'on arrête la présomption de compétences qui leur est accordée en permanence au nom de je ne sais quoi, et notamment dans le cas d'Olivier Véran qui vient nous expliquer en gros que tout est sous contrôle. Pardon, c'est pas le cas. Gaspard Gonzer, sur la question du nucléaire notamment, vous voulez répondre? Le nucléaire, l'erreur, s'il y en a une, elle vient de loin, parce que je pense que moi personnellement je suis favorable à une réduction de la part du nucléaire, mais la communication sous François Hollande, j'ai donc une part de responsabilité, et puis après sous Emmanuel Macron. Vous avez été conseiller de François Hollande, je le dis à nos auditeurs. Sous Emmanuel Macron a quand même consisté à envoyer un signal qui consistait à dire on va arrêter totalement le nucléaire. Donc c'est peut-être une des causes du fait qu'on a un peu abîmé notre appareil nucléaire. En tout cas, le résultat est terrible, parce qu'il y a une centrale sur 2 qui marche aujourd'hui en France. On pensait, on parlait tout à l'heure d'abondance énergétique, on pensait qu'on était les champions du monde de l'électricité et du nucléaire. On se rend compte que en fait, on est obligé, j'imagine que vous le savez, on va acheter de l'électricité aux Allemands. Absolument. On va acheter de l'électricité aux Allemands qui produisent de l'électricité avec du charbon. Exact. Donc on en est quand même là. Donc ça, c'est la première erreur stratégique. La deuxième erreur stratégique, c'est qu'est-ce qu'on a fait? J'allais dire qu'est-ce qu'on a foutu, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, ou même 5 ans, en matière d'énergie renouvelable? Pour aider l'éolien, maintenant ça devient très difficile d'en faire. Pour aider le solaire, qu'est-ce qu'on attend? Pour aider le gaz vert issu de la méthanisation, pour aider la géothermie. On a pris beaucoup de retard, et ça, c'est des choix incroyables. Il y a un petit côté veille de la chute de Rome. C'est-à-dire que on voit c'est pas rassurant, ce que vous dites. Je suis désolé, mais tous ces filochés devant nous, et nos certitudes sont bousculées, et donc je comprends l'angoisse des gens qui est juste un tout puissante. petit mot sur le plan énergie du gouvernement, parce qu'il va être annoncé demain. Europe 1 a pu consulter en avant-première les grandes lignes de cette première phase du plan. On fait juste les explications de Margot Faudéré, puis je vous passe la parole ensuite. Margot. La première mesure de ce plan de sobriété, c'est le chauffage. Pas plus de 19 degrés dans les entreprises, dans les bâtiments publics, et l'incitation vote aussi pour les particuliers à la maison. Il y aura un petit coup de pouce d'ailleurs pour inciter au covoiturage. Deuxième mesure, pour le monde du sport, cette fois-ci, le gouvernement veut réduire le temps d'éclairage des stades avant et après les matchs de football et de rugby, une baisse de 50% en journée et de 30% le soir. Troisième mesure, pour accompagner les Français dans leurs efforts de sobriété, tous ceux qui passent d'une chaudière au gaz à une pompe à chaleur en logement individuel pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 9 000 €. Enfin, dans les hôtels et les hébergements touristiques, le gouvernement demande de baisser de 1 degré la température des piscines intérieures et extérieures. Voilà, pour les efforts que va faire le gouvernement, Karim, parce qu'il faut bien qu'il en demande tellement aux Français qu'il faut bien qu'ils en fassent un tout petit peu aussi. Ce qui est inquiétant, c'est que le macronisme, on se rend compte que finalement, c'est une forme de pragmatisme de l'instant. C'est pas un pragmatisme visionnaire. On prend une décision à l'instant T et on se demande pas si elle va avoir des conséquences donc dans quelques années, dans le moyen ou dans le long terme. Or, gouverner, c'est quand même avoir une capacité à voir au-delà de son propre mandat, de sa propre situation. Je trouve que sur un grand nombre de sujets, c'est quand même un peu ce qui nous fait défaut aujourd'hui dans notre pays. Sur le plan énergétique, cela a été dit, donc on n'a pas eu de vision prospective, donc on n'a pas été visionnaire, on a été sur l'instant, c'était un peu à la mode, les éoliennes, le mix énergétique, on nous parlait de ça, donc on en a fait un peu par-ci, un peu par-là, sans vision globale, sans vision concrète. Donc la seule vision que l'on a, c'est sur la question digitale, voilà, la Startup Nation. Donc là, effectivement, on sait que c'est un dada. D'ailleurs, sur les 15 milliards de la loi d'orientation d'investissement sur la police nationale, il y a 8 milliards qui vont aller sur la cybersécurité. C'est important, la cybersécurité. Mais plus de la moitié des crédits n'iront pas au matériel pour les fonctionnaires de police, aux effectifs pour les fonctionnaires de police. Or, cette proximité, cette réalité de l'insécurité dans le pays, elle passe aussi par des moyens alloués pour la vie quotidienne. Donc, pour les femmes et les hommes qui composent la police nationale, la police républicaine. Donc, moi, je trouve que ce qui fait défaut à Emmanuel Macron,
c'est qu'il donne le sentiment d'être un homme moderne, dans le pragmatisme, voilà, donc, mais c'est un pragmatisme finalement de l'instant, qui est assez cynique, parce qu'il donne le sentiment de répondre aux attentes du moment. Or, un homme politique, un grand homme politique, de mon point de vue, doit être capable de ne pas répondre aux attentes du moment. Il doit répondre aux attentes d'une nation pour faire en sorte que celle-ci, à un moment donné, reste structurée, en cohésion, cohérente. Et je trouve que sur un grand nombre de sujets, aujourd'hui, ça manque de pragmatisme, de vision. Je ferai le jeune. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des gens qui se sont moqués pendant 40 ans, 50 ans de ceux qui parlaient de sobriété. Moi, c'est ça qui me dérange le plus aujourd'hui. Tout à l'heure, Gaspard disait, on peut, toutes ces crises, remettre en question toutes nos certitudes. Et c'est vrai. Et ce serait une super bonne nouvelle, d'ailleurs, si on pouvait se poser les questions, tout à coup remettre en cause les modèles de production, les échanges, la mondialisation, enfin, tout mettre sur la table et discuter réellement de qu'est-ce qu'on a intérêt à continuer ou pas. Moi, je pense, j'ai une forme de tendresse pour quelqu'un qui s'appelle Pierre Rabhi, qui écrit des livres notamment sur la sobriété, etc., depuis très longtemps, qui est moqué par les élites économiques de notre pays, mais vu comme un marginal qui vit dans la forêt quasiment. Enfin, d'ailleurs, c'est le cas, hein, il vit dans la forêt. Mais d'ailleurs, voilà. Mais ces gens qui ont pensé tout ça avant, qui ont presque averti comme des Cassandres de ce qui pouvait se passer aujourd'hui, devraient être réhabilités. C'est même pas le cas. Et ensuite, moi, la deuxième chose qui me dérange, mais au plus haut point dans ce plan sobriété et dans tous ces efforts, dans la communication sur la doudoune, l'école roulée, c'est pour ça que je me moquais de Joseph tout à l'heure. Parce qu'il a un col roulé. Je le dis à nos auditeurs. Bien sûr, je dis à nos auditeurs qu'il a un col roulé. Mais ce qui me dérange énormément, c'est que ça envoie le message au fond que c'est encore aux Français de faire des efforts. Est-ce que c'est la faute des Français si on en est là aujourd'hui? Non. Encore une fois, il y a eu des décisions politiques qui nous ont conduits là. Les gens, il faut imaginer, Karim a raison sur la société de l'abondance. On a une société qui aujourd'hui se vit comme en plein déclassement, avec des gens qui aujourd'hui ont quasiment la certitude de transmettre moins que ce qu'ils ont reçu à leurs enfants. C'est dramatique, c'est exactement la chute de Rome. Et en fait, on répond à ça. Il va falloir faire encore moins, vous aurez encore moins que ce que vous avez aujourd'hui. C'est politiquement tragique et même à l'échelle de l'avenir de notre société, en réalité, c'est mortifère. Je ferai le jeu une ode à Pierre Rabhi. Non, mais Gaspard Ganzer. Évidemment, je souscris à ces propos sur le fait qu'on s'est trop moqué de la sobriété. Sobriété n'est pas décroissance. Je pense que décroissance, c'est pas un modèle, c'est pas une utopie. La sobriété, faire attention, rechercher l'efficacité énergétique, je pense que c'est important. Souvenons-nous qu'Emmanuel Macron, il y a même pas un an, je crois, se moquait des Amish qui proposait un modèle d'éclairage à la lampe à huile. En se moquant des écolos. Bon, on peut critiquer les écolos, évidemment, sur d'autres sujets, ils nous en donnent souvent l'occasion. Mais sur ça, les écolos au sens large, pas au sens du parti, avaient quand même raison de dire que peut-être qu'il fallait faire un tout petit peu attention à la façon dont on se déplace, à la façon dont on se chauffe, à la façon dont on s'éclaire, sans pour autant devoir se serrer la ceinture. Là, il y a un côté extrêmement gênant, c'est un peu le côté brutal du virage, qui nous pousse à dire maintenant attention, il faut réagir. Et si, attention, pour aller dans le sens de ce qu'il disait Geoffroy Jeune, si vous ne faites pas des efforts, c'est vous qui allez avoir les coupures d'électricité. Et en fait, ça, c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quand même de la faute des Français. Si on leur a pas dit avant d'être un peu plus sobre énergétiquement, ça se fait pas en 3 semaines, mais ça se fait en 3 ans, peut-être en 30 ans, l'éducation. Et surtout, si il n'y a pas eu les bons choix de mix énergétique au cours des dernières années. Et puis, évidemment, il y a des causes exogènes comme la Russie. Donc ça, ni Macron, ni les Français n'y sont pour quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas à eux d'être rendus responsables de ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir des coupures d'électricité cet hiver. On leur a même dit l'inverse. En réalité, ça fait une trentaine d'années que le modèle du bonheur occidental, c'est la consommation. Donc on leur a dit, en fait, qu'il y a encore plus dans ce sens-là. Donc vous nous dites qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. C'est fort probable, parce qu'en fait, on a un appareil. Parce qu'on nous dit que non, tout va bien, on va bien passer l'hiver. Ça dépend quand même beaucoup d'un élément qu'on ne maîtrise pas, qui est la météo. S'il fait chaud cet hiver, il n'y aura pas de coupure d'électricité. En revanche, s'il fait froid cet hiver, vu qu'on a un appareil nucléaire assez défectueux en ce moment, contrairement à ce que vous nous avez dit pendant de très nombreuses années, il est fort possible qu'il y ait des coupures d'électricité. C'est très paradoxal, parce que on vit une crise des hydrocarbures et on ne va pas manquer de gaz, parce qu'on a rempli les cuves de gaz, on s'est organisé pour le faire, on en a importé d'ailleurs, y compris du gaz de schiste d'Amérique du Nord. Et en revanche, on va avoir un problème d'électricité, on en achète aux Allemands, mais on aura quand même en cas de pic des problèmes. Allez, un tout dernier mot là-dessus, avant le flash. Le nucléaire, aujourd'hui, on veut refaire des centrales. Il y a 5 ans, le président nous expliquer qu'une réforme des retraites était inimaginable, parce qu'à 55 ans, on ne veut plus des femmes et des hommes sur le marché du travail. Aujourd'hui, il veut faire une réforme de retraite qui va peut-être nous amener à 65 ans. C'est ça qui est troublant. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les Français ne savent plus où donner de la tête. Donc la même personne qui nous préside, donc nous dit au début du quinquennat, donc c'est A, et derrière, ça va être la lettre B. Donc je veux dire, la cohérence, et je crois que c'est ce qui fait défaut à la vie politique aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec une femme ou un homme politique, mais si elle a le mérite d'avoir
d'avoir des idées claires, d'avoir une vision. On sait où on va. Là, aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Et c'est ça qui est dramatique. On sait qu'on va au flash de 18h30 en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Mathieu Devez. Mathieu.